Bienvenue sur Ways of Blooming, un podcast pour s'épanouir personnellement, spirituellement et dans sa relation à l'autre. Je m'appelle Annabelle, je suis psychopraticienne et thérapeute de couple avec un master en psychologie de Californie. Et dans ce podcast, j'aborde des sujets qui me passionnent à la fois personnellement et professionnellement. Aujourd'hui, je vais parler de la codépendance dans cet épisode. C'est un terme que tu as peut-être déjà entendu ou peut-être pas. Mais en tout cas, mon épisode va se focaliser sur définir ce que c'est la codépendance. Et dans les très très grandes lignes, on peut le définir comme une personne qui a appris certaines stratégies relationnelles dans le but de se sentir validée et aimée. Et c'est une personne qui a appris souvent que pour garder le lien avec les gens autour d'elle, elle devait s'auto-sacrifier. C'est-à-dire sacrifier ses besoins, son temps, son énergie, son épanouissement, voire son moi authentique. Et donc qu'elle devait s'occuper des autres avant de s'occuper d'elle-même. Voilà comment on peut le définir dans les très grandes lignes, ce que c'est la codépendance. Mais justement, mon épisode va se focaliser sur mieux comprendre ce que c'est, quels en sont les schémas quand on est une personne adulte qui a vécu, qui utilise certaines de ces stratégies relationnelles. Et puis d'où ça peut venir, c'est-à-dire je vais parler aussi des divers mécanismes qu'on a peut-être vécu en enfance qui ont contribué au développement de ces mécanismes-là et de ces schémas-là. Tout ça dans le but de mieux les conscientiser pour éventuellement mieux s'en libérer. Parce que ce sont des mécanismes qui peuvent nous causer pas mal de tort, pas mal de souffrance et d'épuisement, honnêtement. Et je pense honnêtement que je vais devoir faire un second épisode sur comment mieux s'en libérer, quels outils et quels nouveaux schémas est-ce qu'on peut utiliser pour essayer de sortir de ces codépendances, parce que je ne pense pas que j'aurai le temps dans cet épisode. J'ai pas envie de trop alourdir tout ça, parce que je pense qu'il y aura déjà pas mal d'informations aujourd'hui, sachant que je vais aussi parler à la fin de cet épisode de 2 exemples concrets, de vignettes, si on peut dire, de personnes qui présentent ces schémas de codépendance, ainsi que leur dynamique familiale. Alors entrons tout de suite dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit, la codépendance est souvent une personne qui a intériorisé certains schémas relationnels, ce qui fait qu'elle pratique l'auto-sacrifice et qu'elle donne beaucoup et qu'elle a l'impression qu'elle doit toujours mettre les besoins des autres avant ses propres besoins. Alors elle se retrouve dans une posture et des schémas où elle se sent sans arrêt responsable, coupable, hyper vigilante, dans le contrôle. Parfois même aux aguets de comment au mieux répondre aux besoins des gens autour d'elle. Tout ça dans le but de mieux se sentir valorisée et aimée. Alors la codépendance est un schéma qui est souvent associé à la posture du sauveur dans le triangle de Karpman. Peut-être que tu connais ce concept psychologique, c'est un concept très intéressant, peut-être même que je ferai un autre épisode dessus à un autre moment. C'est une manière de décrire beaucoup de schémas relationnels qui tombent sur un triangle où il y aura sans arrêt un persécuteur, une victime et un sauveur. Et donc, à travers ce triangle, ça crée une sorte de boucle, de cercle vicieux, où les gens sont sans arrêt en train d'adopter ces diverses postures, qui sont finalement des postures que chacun utilise pour essayer d'assouvir ses besoins inconscients. Tout ça pour dire que la posture du sauveur est souvent associée à la codépendance. Et ça fait totalement sens parce que un des grands principes de la codépendance, c'est « je ressens le besoin de m'occuper de toi, voire de te sauver, de te sortir de tes problèmes, de prendre la responsabilité pour tes problèmes et d'essayer de te sortir de tes propres difficultés ». Alors, comme beaucoup de schémas psychologiques, la codépendance tombe vraiment sur un continuum, c'est-à-dire qu'on peut avoir des tendances un petit peu codépendantes ou être extrêmement codépendant. Et je dis ça aussi parce que, attention, la codépendance n'est pas un diagnostic. Ce n'est pas un diagnostic qui fait partie du DSM, pas du tout. C'est en fait une observation. C'est un mot qui a été utilisé pour définir un ensemble de comportements relationnels et de schémas relationnels. Et en fait, c'est un concept qui a été développé dans les années 70-80 dans la psychologie des addictions. C'est-à-dire que c'était des thérapeutes qui travaillaient avec des gens qui présentaient des addictions et leurs conjoints. Et puis, ils ont observé un ensemble de schémas et de comportements que le conjoint de la personne addicte présentait. C'est-à-dire la femme, le mari, le conjoint, le partenaire, la petite copine. Eh bien, ils observaient que ces gens-là présentaient certains schémas de comportement quand leur partenaire était addict. Et ils ont utilisé ce mot codépendance puisqu'ils observaient que souvent il y avait beaucoup de comportements de contrôle, de vouloir sauver la personne addicte, de vouloir l'aider, et puis ils finissaient par abandonner leurs propres besoins au profit de la personne addicte.
Alors aujourd'hui, le mot codépendance a été étendu au-delà des problèmes d'addiction, parce que ça n'arrive pas uniquement dans les familles où il y a une addiction, mais c'est là son origine. Et il y a sans doute pas mal de thérapeutes qui préfèrent peut-être utiliser un autre mot que le mot de codépendance, parce que comme je l'ai dit, ça regroupe un ensemble de comportements assez variés. Mais moi, personnellement, je trouve que ça a quand même encore une utilité aujourd'hui pour définir justement ces divers schémas dont je vais parler tout à l'heure. Alors, quand on parle de codépendance, on est presque obligé de parler des schémas du passé, parce que c'est vraiment un ensemble de comportements qui est extrêmement lié à nos relations et nos liens d'attachement. Et donc, on ne peut pas parler de codépendance sans parler de l'attachement et du lien avec l'autre. Et qui dit lien avec l'autre dit bien évidemment lien avec nos parents, puisque nos parents sont la majorité du temps nos premières figures d'attachement. Alors, je vais me concentrer en effet en première partie sur d'où ça peut venir, ces divers schémas, comment est-ce qu'ils peuvent se manifester et en fait se développer tout simplement. Quel genre de système familial sont plus propices à faire évoluer des gens qui finalement développent une codépendance. Alors je dois dire aussi, avant de me lancer dans d'où vient cette codépendance, il y a sans doute évidemment un lien entre la sensibilité, la haute empathie et la codépendance. Et ça fait tout à fait sens parce qu'une personne qui est naturellement plus empathique, plus sensible que la moyenne, va naturellement être plus facilement touchée par les problèmes des autres et va plus facilement ressentir les émotions et les affects des autres. Et donc ça fait tout à fait sens qu'une personne qui a cette plus grande sensibilité ou cette hypersensibilité va être plus à risque de développer une codépendance, surtout si les conditions sont présentes dans son développement d'enfance. Et donc il peut en effet y avoir des liens entre sensibilité, empathie et codépendance, mais on peut tout à fait être sensible et empathique sans être codépendant, bien évidemment. Surtout si on a réussi à faire un travail de différenciation vis-à-vis de ce qui m'appartient et ce qui appartient à l'autre, ou bien si on a vécu une enfance heureuse et saine, tout simplement. Et puis on peut tout à fait aussi avoir une codépendance sans avoir une hypersensibilité. Donc voilà, l'un n'est pas forcément lié à l'autre, mais malgré tout, il peut y avoir un plus grand risque de développer cela si on est extrêmement sensible et empathique. Et puis je dirais aussi que ce sujet m'intéresse parce que moi-même, je me considère comme une personne hypersensible, j'en ai déjà fait un autre épisode, et je considère aussi que historiquement, je me suis située sur le continuum de la codépendance, c'est-à-dire avec pas mal de schémas et de comportements qui ressemblent, qui s'apparentent en tout cas à certains comportements codépendants. Je pense pas que j'ai été dans un extrême vis-à-vis de ça, et je pense que je me suis pas mal améliorée, j'ai pas mal évolué là-dessus, mais malgré tout, historiquement, il y a en effet certains schémas desquels je peux tout à fait m'apparenter et dans lesquels je me retrouve totalement. Et puis, c'est pas pour rien que je suis devenue thérapeute, mine de rien, parce que ça, c'est un autre truc qui vaut la peine d'être dit, c'est que les personnes qui présentent ce genre de schéma de comportement, souvent, ils vont pouvoir s'orienter vers des métiers qui sont plutôt dans le soin. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que tous les gens qui sont dans les métiers du soin sont des gens codépendants, pas du tout, mais juste que il y a sans doute une probabilité plus élevée que les personnes dans les métiers de soins sont aussi sur certains de ces schémas-là. Donc les métiers qui sont dans la psy, la thérapie, la thérapeute, les infirmières, pourquoi pas les médecins aussi, les masseurs, les travailleurs sociaux, les médiateurs, voilà, tous ces métiers-là où finalement on doit vraiment beaucoup se focaliser sur l'autre, sur les besoins de l'autre, sur apporter du réconfort à l'autre. Voilà, ça peut aussi être un risque dans notre métier en général, c'est d'adopter trop cette posture de sauveur, qui est négative et qui n'est pas du tout saine pour le patient d'ailleurs. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse sur ça. Et puis un dernier point important aussi vis-à-vis de ça, c'est que ce n'est pas parce qu'on parle de codépendance dysfonctionnelle qu'un certain degré de dépendance sur les autres est forcément nocif. On est évidemment des êtres naturellement dépendants les uns des autres, on forme des attachements très profonds les uns avec les autres, donc il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse, d'avoir l'impression que l'hyper-indépendance est la solution à tout, et que l'hyper-indépendance est la solution à la codépendance. Voilà, ne tombons pas dans un extrême. C'est normal d'avoir besoin des autres. Et puis, il ne faut pas non plus avoir l'impression que toutes les personnes qui passent beaucoup du temps l'une avec l'autre, par exemple, sont codépendantes. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un couple qui passe la majorité de son temps ensemble, qui travaille ensemble, etc., etc.,
mais qui sont très heureux les deux et qui ont tous les deux l'impression qu'ils reçoivent ce dont ils ont besoin et qu'ils sont dans une dynamique tout à fait saine et fonctionnelle en fait. Il ne faut pas tout confondre et là où ça va faire une différence, c'est si il y a une des deux personnes qui se retrouve coincée dans un schéma de sauveur et puis s'il y a certains des schémas dont je vais parler tout à l'heure qui sont présents. Vraiment ces schémas de codépendance relationnelle, c'est des comportements très spécifiques et donc il faut observer si ces schémas-là sont présents ou pas. Sans essayer de pointer du doigt absolument tout en disant que c'est de la codépendance, quoi. Je voulais juste faire un petit point aussi là-dessus parce que dès qu'on utilise ce genre de mots, il peut y avoir un peu des dérives et puis on a l'impression que toute forme de dépendance sur quelqu'un d'autre est mauvaise. Donc ce n'est pas ça non plus, il faut pas tout confondre. Et donc tu vas mieux comprendre au fil de l'épisode vraiment ce que ça veut dire. Alors comme je l'ai dit, il faut absolument qu'on se penche sur l'historique familial et sur les liens d'attachement historiques quand on parle de la codépendance, parce que souvent ce sont des comportements qu'on a adoptés vis-à-vis de ce qui s'est passé dans notre enfance et vis-à-vis des premiers liens d'attachement qu'on a développés. Alors en premier lieu, dans notre famille d'origine, il y a une chose qui ressort assez souvent quand on voit des schémas de codépendance, c'est un enfant qu'on dit qui a été parentifié. Parentifié, c'est un mot assez courant dans le langage psychologique. C'est un enfant en fait qui est devenu adulte avant l'heure et donc qui a adopté une posture entre guillemets de parent alors qu'il était lui-même un enfant. C'est pour ça qu'on dit parentifié, parce qu'il a été mis dans une posture qui n'était pas la sienne. C'était une posture qu'il ne devait pas avoir, puisqu'il était simplement un enfant, dépendant et innocent. Mais pour une raison X ou Y, on l'a mis dans un rôle où il a dû assumer plein de responsabilités qui n'étaient pas les siennes à assumer. Soit il les a assumées par loyauté, par amour, par survie, souvent par survie. Et donc, bien évidemment que quand un enfant est mis dans une posture d'adulte trop tôt, il développe certains schémas de surresponsabilisation, puisqu'il a l'impression que les problèmes familiaux, les dynamiques, les difficultés que ses parents vont rencontrer sont en fait de sa faute ou bien sa responsabilité. Et c'est comme ça qu'il va petit à petit de plus en plus se focaliser sur les besoins de ses parents plutôt que sur ses propres besoins. Donc ça, c'est quelque chose qui revient vraiment très souvent au sujet de la codépendance. Pour donner des exemples un peu plus précis, un parent qui utilise l'enfant comme confident. C'est un exemple d'une dynamique familiale où finalement l'enfant va de nouveau adopter cette posture de parent ou bien cette posture même de thérapeute pour son parent. Par exemple, une mère qui rencontre des difficultés dans son mariage et qui va commencer à se confier à son enfant de 8 ans, qui va lui raconter pourquoi est-ce que le papa est méchant et pourquoi est-ce que elle est triste et pourquoi est-ce que ça se passe mal entre eux. Et puis, évidemment, en entendant ça, l'enfant va se sentir responsable de ce que vivent ses parents parce que forcément, un enfant n'a jamais envie de voir ses parents souffrir. Il a une empathie naturelle, il a un désir de rendre les gens autour de lui heureux naturel, notamment ses parents. Et donc, il va petit à petit sans doute adopter naturellement une posture qui ne lui revient pas. Et pareil, dans cette même dynamique, un parent qui utilise un enfant comme thérapeute ou comme soutien, qui peut-être lui-même a des problèmes psychologiques ou même des problèmes physiques, et du coup qui va demander à son enfant de porter une charge émotionnelle, de porter une charge administrative ou même physique dans le foyer. Peut-être même qu'il va y avoir ce qu'on appelle la triangulation, c'est-à-dire que dans une dynamique où les deux parents, par exemple, ont des conflits de couple, eh bien l'enfant va être utilisé comme intermédiaire de ces deux parents. C'est-à-dire que soit un des deux parents, soit les deux parents vont venir se confier à lui, vont venir lui expliquer ce que l'autre parent a dit, vont essayer de lui faire prendre parti aussi, ou bien vont même lui demander conseil, ou bien vont lui demander d'être un messager. Va dire ça à ta mère, va dire ça à ton père, ou bien ton père comprend rien, ta mère comprend rien, il m'a encore fait du mal, il m'écoute pas, il est jamais content avec moi, ça me fait tellement de la peine, ça me fait tellement du mal. Est-ce que tu peux aller dire à ton père qu'il m'a fait du mal, qu'il doit s'excuser envers moi. Ce genre de choses où finalement, voilà, l'enfant devient dans un rôle qui ne lui revient pas, une fois de plus. Il va peut-être même y avoir une coalition qui va se former inconsciemment avec un des deux parents, où l'enfant va commencer à penser que oui, moi, je veux protéger maman, parce que maman va mal, papa lui fait du mal, donc je veux la protéger à tout prix. De nouveau, cette posture d'enfant parentifié. Et puis, dans certains cas, ça peut même aller jusqu'à
un parent qui utilise son enfant comme substitut, comme conjoint de substitut. Donc, pour combler un manque et un vide émotionnel, ou bien pour remplir des besoins émotionnels que le conjoint aurait dû remplir, eh bien le parent va finalement demander inconsciemment, ou souvent inconsciemment honnêtement, que l'enfant remplisse des besoins émotionnels ou un vide intérieur. Et donc, dans les cas qui vont même plus extrêmes que ça, on peut commencer à parler de climat incestuel ou d'inceste émotionnel. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a eu un inceste sexuel, ça veut juste dire qu'il y a un climat qui fait que l'enfant est mis dans une posture d'adulte, en fait. Une posture d'adulte, de prendre soin du parent, d'être un substitut émotionnel, d'être comme un conjoint de substitut. Et ça, bien sûr que c'est extrêmement nocif pour le développement de l'enfant. L'enfant ne devrait jamais adopter cette posture de parent, de conjoint de substitut. Et ne devrait jamais être dans une posture où il se sent hyper responsable des besoins émotionnels de son parent. Et bien évidemment que tout ça, ça crée ce fameux climat qui va engendrer chez l'enfant tous ces mécanismes qui plus tard, peut-être dans sa vie d'adulte, vont être appelés codépendants. Parce qu'il aura mis toute son attention sur les besoins de ses parents plutôt que sur ses propres besoins, qui auraient dû être comblés par les parents. Il y a eu un revirement de situation, il y a eu un échange de rôles qui a été fait. Et donc l'enfant n'a pas reçu ce dont il avait besoin. Et il n'a pas reçu ce qu'il avait besoin de recevoir pour se développer au mieux. Et je vais en parler tout à l'heure de comment ça se présente chez un adulte, mais ça va vraiment développer aussi cette hypervigilance des émotions des autres. C'est-à-dire qu'il a tellement eu l'habitude d'être dans ce rôle de sauveur, de thérapeute, de coach, etc., de soutien, qu'il devient extrêmement vigilant vis-à-vis de ce qui se passe dans le système familial. Il devient un expert à identifier les émotions de ses parents. Et il se met de côté. Et tout ça, il le fait aussi par mécanisme de survie. Parce que s'il remarque que son père ou sa mère ne vont pas bien, psychologiquement ou physiquement, que les parents traversent des difficultés qu'ils n'arrivent pas à surmonter, et donc que le parent n'est pas apte, finalement, à prendre soin du foyer, eh bien l'enfant va se sentir menacé dans sa survie. Parce qu'il faut bien se rappeler que l'enfant est à 100% dépendant du parent pour sa survie. Et donc, si je vois que maman et papa ne gèrent pas, la seule manière dont j'ai l'impression qu'on va pouvoir s'en sortir, c'est si moi je commence à gérer. Et il en va de ma survie de gérer en fait, parce que si eux ne gèrent pas, on est foutus. C'est ça qui se passe inconsciemment dans la tête d'un enfant, c'est qu'on est foutus si ils n'arrivent pas à gérer. Je suis dépendant d'eux pour ma survie, pour tout en fait, et donc évidemment que mes besoins deviennent secondaires, tous mes besoins émotionnels deviennent secondaires à notre survie. Donc ça, c'est une première catégorie de comportements dans un système familial qui peuvent mener à de la codépendance. Et il y a une deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle la fusion émotionnelle ou l'enchevêtrement dans le système familial. Donc ça, c'est un système familial où l'individualité ne va pas être acceptée. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment une grande loyauté qui va être demandée des enfants. Et en fait, les limites individuelles ne vont pas être acceptées ou tolérées. C'est-à-dire que l'enfant doit rester loyal à sa famille à tout prix. Ce sont des systèmes familiales où ça va être difficile pour l'enfant de reconnaître ses besoins personnels parce que l'identité qu'il construit est fusionnée avec l'identité de sa famille. C'est des choses qui peuvent arriver particulièrement dans les familles où il y a peut-être des religions assez strictes ou des communautés où les traditions sont très fortes et puis l'adhérence à ces traditions est très importante. Et en fait, on parle d'enchevêtrement parce qu'il y a vraiment en anglais, on dit enmeshment, parce qu'il y a vraiment ce truc en mode on est enchevêtrés l'un avec l'autre. On n'arrive pas à distinguer ce qui est à toi, ce qui est à moi. Et dès que tu essayes de faire un pas trop loin vers de l'individuation, de l'individualité, il va y avoir une pression qui va être mise sur tes épaules. Et les parents vont avoir du mal à tolérer cette émancipation de leur enfant. Et donc, dès que l'enfant va essayer de se focaliser un petit peu plus sur ses besoins à lui, il va y avoir une désapprobation, qu'elle soit consciente ou inconsciente, ce qui fait qu'il ne va pas avoir envie de s'émanciper ou de se focaliser sur ses besoins. Il va devenir aussi de nouveau un expert sur comment rendre maman heureuse, comment rendre papa heureux et fier. Puisque évidemment qu'il a besoin de l'approbation de ses parents, c'est très naturel pour tout enfant d'avoir envie d'être aimé, d'avoir envie d'être considéré, d'avoir envie d'être validé par ses parents. C'est extrêmement naturel, et donc si j'ai l'impression que je ne suis aimée et validée que si je reste extrêmement loyale à ma famille, eh bien c'est exactement ça que je vais faire.
Donc dans ces divers exemples de système familial, eh bien d'une manière ou d'une autre, le parent a essayé d'utiliser l'enfant, souvent inconsciemment, pour assouvir ou remplir ses propres besoins non remplis. Et tout ça, ça a des conséquences pour l'enfant et pour son développement. Ça a des conséquences du point de vue que c'est un enfant qui va se sentir hyper responsable du bien-être de ses proches, qui est loyal à sa famille aux dépens de son propre épanouissement, qui se sent coupable de s'émanciper car il a l'impression de trahir les siens, qui est hyper vigilant à la désapprobation de ses proches et qui n'a pas eu l'opportunité de développer un moi distinct parce que le moi distinct, ça menaçait le lien avec ses parents. Et ça menaçait le lien soit à cause de la désapprobation de la famille, soit à cause de la santé mentale ou physique problématique d'un parent. Puisque comme je l'ai dit, puisque l'enfant est à 100% dépendant de son parent pour sa survie, si un parent est en incapacité à prendre soin du foyer et de l'enfant, eh bien c'est l'enfant qui doit prendre le relais pour sa propre survie. Donc je deviens responsable du bien-être de maman ou de papa, mes besoins tombent à un second plan, et donc je ne développe pas entièrement un moi distinct. Donc on comprend bien que l'enfant n'a pas le choix en fait. Ce n'est pas sa faute, il est dans un système qui le force à adopter certains comportements et certains schémas. Et puis j'ai dit tout à l'heure que on pouvait trouver un lien entre empathie et sensibilité et puis codépendance parce que évidemment il peut y avoir plusieurs enfants dans une fratrie et parfois il y en a qu'un qui développe ce genre de schéma codépendant et potentiellement ça peut être l'enfant plus sensible qui développe ça. Parce qu'évidemment, les enfants ont des personnalités distinctes et ils ne vont pas tous réagir de la même manière. Peut-être qu'il y en a un qui va se détacher très rapidement du noyau familial et qui va tout rejeter en bloc, qui va devenir extrêmement confrontant, qui va se rebeller, qui va devenir rebelle en fait et partir de son côté au plus vite. Donc ça, c'est un autre exemple de comportement en réponse à ce genre de système familial. Il y a plein de réponses différentes en fait. On ne répond pas tous de la même manière à la manière dont on nous a parentés. Et c'est bien pour ça qu'on peut avoir plusieurs enfants qui sont dans le même système familial mais qui adoptent tous des stratégies différentes et des comportements différents parce que voilà, ils ont des personnalités différentes aussi. Donc pour un enfant qui adopte des stratégies codépendantes vis-à-vis de ce qu'il a vécu en enfance, il va y avoir pas mal de conséquences et je vais faire une liste de ces divers schémas qui s'apparentent à de la codépendance. Alors c'est important de dire que c'est une liste non exhaustive. Je pense que ça couvre pas mal des comportements, mais en vrai, comme je l'ai dit, ce n'est pas un terme qui a un diagnostic. Et donc, voilà, c'est des choses qui peuvent se présenter d'une manière assez variée finalement. Alors, en premier lieu, une très forte vigilance vis-à-vis des émotions des autres. C'est quelque chose qu'on retrouve très couramment dans la codépendance. Notamment, une très forte vigilance vis-à-vis des émotions de sa famille d'origine, donc de ses parents. Un enfant qui a appris très tôt à être très sensible et très accordé à ce que vivent ses parents émotionnellement. Donc il est très fort pour identifier ce qui se passe chez ses parents, parce que c'est ça qui lui a permis de rester en lien avec eux. C'est ça qui lui a permis de devenir le soutien, de devenir l'expert, de savoir aussi finalement si son parent approuve ou pas, si son parent va bien ou pas. Parce que dans les familles, par exemple, où il y a de l'alcoolisme, c'est important pour l'enfant de distinguer quand est-ce que papa boit, en fait, quand est-ce qu'il est bourré. Et donc l'enfant devient un expert à analyser si papa est bourré ou pas. Il devient un expert à analyser est-ce que maman a levé les yeux au ciel en signe de désapprobation. Est-ce que maman est encore enfermée dans sa chambre à cause de sa dépression? Est-ce que maman va encore faire une crise de colère ce soir? Voilà, ce sont toutes ces raisons pour lesquelles l'enfant développe une vigilance très accrue aux émotions et aux comportements des autres. Ce qui fait que dans les relations adultes, ça peut être une personne qui est extrêmement sensible aux diverses émotions que traverse son ou sa partenaire. Une personne qui va sans arrêt être en mode « Ah, mais est-ce que t'es fâché avec moi ?» Dès que son partenaire souffle, dès que son partenaire est fatigué ou dès que son partenaire a l'air un peu plus distant, eh bien, elle va commencer à paniquer, commencer à être en vigilance accrue en se demandant « Mais est-ce qu'il est fâché? Est-ce que quelque chose va mal? Comment ça va? Est-ce que t'es sûr que ça va? Dis-moi si ça va pas. » Et donc ce genre d'hypervigilance, c'est généralement dû au fait qu'on a dû avoir cette hypervigilance dans le passé. Ensuite, il y a l'hyper-responsabilisation. C'est-à-dire que
pour les diverses raisons que j'ai abordées, je me suis sentie responsable de papa ou de maman. J'ai pris la responsabilité du foyer. Parfois sans qu'on me l'ait demandé, parfois on me l'a demandé explicitement en me mettant dans la posture du sauveur ou du thérapeute. Parfois on me l'a pas demandé mais je l'ai quand même fait parce que je devais le faire pour ma survie. Mais en tout cas, je me suis sentie très très responsable à un âge qui était trop tôt pour moi. Et donc j'ai malheureusement perdu l'insouciance que j'aurais dû avoir, l'insouciance naturelle d'un enfant. J'ai perdu ça, malheureusement. Et ce qui fait que même aujourd'hui, en tant qu'adulte, je suis une personne qui va facilement me sentir responsable des autres. Dès que quelqu'un dans mon entourage a un problème, a un souci, a un besoin quelconque, je vais tout de suite partir à la rescousse et puis être celui qui gère, en fait. J'ai dit ça tout à l'heure vis-à-vis de l'enfant. L'enfant qui a l'impression que c'est moi qui dois apprendre à gérer. Eh bien, on voit ça beaucoup chez les adultes, qu'ils sont toujours ceux qui gèrent. Je suis celle ou celui qui gère. Je gère. C'est toujours moi qui gère. Ensuite, il va y avoir potentiellement aussi une difficulté à dire non ou à tolérer le fait qu'on doit poser des limites dans les relations. Et ça, c'est dû au fait que mon émancipation et mon individualité n'ont pas été célébrées, ou bien je n'ai pas pu m'émanciper comme je l'aurais voulu. Et donc, je n'ai pas vraiment appris à poser des limites. Je n'ai pas vraiment appris que j'avais le droit d'avoir une individualité, parce que ça menaçait le lien avec les autres. Et donc, pour me protéger, j'ai appris qu'il fallait que je dise tout le temps oui, que je sois tout le temps là à faire plaisir, à être dans l'approbation constante de ce qu'on me demande. Je dois me plier à ce que les autres veulent de moi. C'est ça que j'ai appris. Et donc ça va évidemment aussi dans le sens du people pleasing. Ça, c'est un terme qui est très connu aujourd'hui. Je crois pas qu'il y a de traduction littérale en français. Le people pleasing, c'est je veux sans arrêt faire plaisir à l'autre. Je suis sans arrêt aux petits soins vis-à-vis des autres. Je ne sais pas dire non. Je ne sais pas poser des limites. En fait, j'ai reçu le message que mes besoins à moi, on s'en fiche, et donc c'est tes besoins à toi qui comptent. Et donc ça peut être des exemples de même dans des situations anodines du quotidien. On me demande où est-ce que j'ai envie d'aller dîner. On me demande qu'est-ce que j'ai envie de faire comme activité. On me demande mon opinion sur quelque chose. Et je réponds toujours vis-à-vis de quelque chose que je pense qui va faire plaisir à l'autre. Donc j'essaie d'analyser, ok là, elle a besoin de quoi? Elle a envie qu'on aille au cinéma. Ok, donc je vais dire cinéma pour lui faire plaisir. Ok, là je sens que elle a levé un peu les yeux au ciel, ça veut dire que sans doute elle est déçue de moi, et donc je vais lui dire ça pour qu'elle soit pas déçue de moi, et pour que ça lui fasse plaisir, et pour qu'on garde notre lien vivant. Et ce people pleasing, c'est souvent lié à cette incapacité à tolérer que l'autre soit déçu de moi. Cette incapacité à tolérer que l'autre ne soit pas content avec ma réponse, ou ne soit pas content avec mes choix, parce que j'ai jamais appris qu'en fait on pouvait avoir un conflit sain où on n'est pas d'accord, mais finalement on reste quand même en lien. Parce que j'ai appris que quand on était en conflit dans ma famille, ça menait toujours à de la désapprobation, de la violence émotionnelle ou physique, du rejet. Voilà, j'ai appris que c'était le rejet en fait de m'émanciper. Ou bien dans les cas où c'était des questions de survie, eh bien j'ai appris que mes besoins, c'est vraiment, vraiment secondaire. On s'en fiche de mes besoins. Ce qui compte, c'est de garder le foyer en vie. Ce qui compte, c'est que tout le monde aille bien pour qu'on s'en sorte, en fait. Parce que j'avais pas le choix. On devait s'en sortir absolument. Et donc, mes besoins, mais on s'en fiche. Et donc, forcément, que dans mes relations adultes, mes besoins, on s'en fiche toujours. Et puis, du coup, je vais toujours essayer d'aller vers l'autre, ce que l'autre veut faire, ce que l'autre veut pas faire, et d'essayer de lui faire plaisir. Alors, quelque chose d'autre qui est assez courant, c'est que c'est des personnes qui vont souvent ressentir une culpabilité chronique. Vu que je suis toujours responsable, eh bien, j'ai l'impression que c'est toujours moi qui suis en faute. Et puis, dès que j'essaye un petit peu de parler de moi, de mes besoins, de ce que moi j'aime faire ou pas faire, ou bien que je pose une limite, je me sens mal, je me sens coupable, ça me ronge. Et puis, du coup, on voit vraiment cette culpabilité chronique. Parce que c'est tellement moi qui ai dû gérer toujours que quand je gère pas, en fait, j'ai l'impression que je suis pas... Enfin, je me sens mal, en fait. J'ai l'impression que je fais quelque chose de mal. Voilà, c'est exactement ça. J'ai l'impression que je fais quelque chose de mal. Que peut-être même je suis une mauvaise personne. Pour oser poser des limites, je suis une mauvaise personne. Je suis quelqu'un d'horrible. Et donc, j'ai tendance à ruminer encore et encore et encore sur qu'est-ce que j'ai potentiellement fait de mal, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, qu'est-ce que j'ai pas assez fait. Peut-être que je suis sortie dans une situation sociale avec des amis et puis j'ai dit peut-être un petit truc de travers, j'ai senti que le regard de Cassandra
était un peu évasif quand j'ai dit ça. Et là, je rentre chez moi et qu'est-ce que je fais? Oh, mon Dieu, mais Cassandra a eu le regard évasif, mais mon Dieu, elle doit me détester. Je suis une personne horrible, en fait. Et j'ai dit ça, mais elle a dû se sentir tellement mal. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu, mon Dieu. Et puis voilà, ça, c'est la culpabilité qui reprend le dessus. Et de par tout ce que je viens de citer aussi, il va y avoir sans doute une difficulté à identifier ses besoins et ses envies. Donc si je n'ai jamais eu l'habitude de les identifier par le passé, si on m'a jamais demandé, si on n'a jamais porté de l'importance à ce que je voulais, eh bien, et puis si j'ai dû mettre mes besoins de côté, eh bien je ne sais même pas les identifier. Donc ça peut aussi passer par du doute chronique sur ses choix de vie. Je doute sans cesse de moi-même, je ne sais pas ce que je veux. Je sais pas... Ouais, en fait j'ai pas appris à me connaître. Je n'ai pas appris à connaître mon individualité à cause de ces diverses choses que j'ai évoquées. On ne m'a pas autorisé, ou bien c'était pas ok pour moi d'apprendre à me connaître. Et donc, aujourd'hui, en tant qu'adulte, je ne sais pas. Je doute. Si on me demande qu'est-ce que je veux faire, que ce soit pour des petites décisions ou des plus grandes décisions, je ne sais pas. Et en fait, je ne sais pas qui je suis, et c'est là que ça va sans doute être important de faire un travail sur apprendre à mieux se connaître, apprendre à passer du temps avec soi-même, etc., etc. Et puis, quelque chose de très, très, très classique aussi, quand on est adulte et qu'on est codépendant, c'est qu'on va souvent se retrouver dans cette dynamique de sauveur. Donc, ça a été un rôle qui m'a été assigné, potentiellement, et donc... c'est un rôle dans lequel je suis confortable et à l'aise. Et donc, généralement, ce qui va se passer, c'est que je vais inconsciemment attirer des personnes à problème. Parce que c'est le rôle, voilà, qui a toujours été le mien. Eh bien, je me sens, voilà, j'ai l'impression que c'est le rôle que je dois aussi adopter dans mes relations d'adulte. Et donc, on voit des gens qui se mettent en couple, par exemple, avec des personnes à problème, peut-être des personnes addictes, peut-être des personnes qui ont des problèmes psychologiques, etc., etc. Et puis, bien sûr, voilà, c'est ce fameux schéma qu'on reproduit, en fait. Et j'en ai parlé un tout petit peu dans mon épisode sur comment choisir la bonne personne et sur le dating, mais parfois, on peut même se convaincre que, en fait, c'est ça qu'on aime. Si on est inconscient vis-à-vis de ce schéma-là et du schéma de sauveur, eh bien, on peut se convaincre. Non, mais en fait, moi, j'aime ça. J'aime tellement être celui ou celle qui aide. J'adore être le sauveur, j'adore être la sauveuse. J'aime les gens qui vont pas bien. Ça m'apporte du réconfort, ça m'apporte du plaisir. Je me sens utile, je me sens validée. Et puis, ça fait sens. En fait, c'est important de se rappeler de tout ça, en fait. C'est que ça fait du sens vis-à-vis de notre passé. On a dû être dans ce rôle et on s'est senti validé dans ce rôle, on s'est senti à l'aise dans ce rôle. Donc, bien sûr, maintenant, en tant qu'adulte, nous avons le choix et donc c'est pour ça que ce travail de conscientisation va être important pour essayer de ne pas reproduire ce qu'on a vécu en enfance. Et puis, il y a aussi la dynamique de contrôle. Parce que si je me sens surresponsable de tout le monde et de mes parents notamment, eh bien, j'ai appris que c'était moi qui gérais, c'est moi qui contrôle, c'est moi qui suis en contrôle. Et donc, on voit souvent aussi ces fameux mécanismes de contrôle où je suis en vigilance constante et ça vient aussi sans doute avec des personnalités peut-être plus anxieuses parce que bien évidemment que le contrôle est associé à l'anxiété, malheureusement. Vu que j'ai appris à tout gérer toujours, eh bien... aujourd'hui, je dois toujours tout gérer, même des choses qui finalement sont totalement en dehors de mon contrôle, mais j'ai vraiment du mal à lâcher du lest, j'ai du mal à me laisser aller, à lâcher prise. Ça me fait peur en fait, ça me fait peur parce que j'ai peur du chaos que ça peut provoquer. Soit j'ai peur du chaos que ça peut potentiellement provoquer, soit j'ai peur de la désapprobation des autres, soit j'ai peur de perdre le lien, soit j'ai peur de perdre la posture dans laquelle je me suis toujours sentie à l'aise. Il y a plein de raisons pour lesquelles je peux avoir peur de lâcher ce contrôle vis-à-vis de ce que j'ai vécu. Mais en tout cas, voilà, ça fait aussi partie des choses qu'on peut observer quand on est une personne à tendance codépendante. Et puis, l'anxiété relationnelle va souvent être présente aussi, c'est-à-dire de la difficulté à tolérer le conflit. Et ça, je crois que je l'ai évoqué tout à l'heure, mais si quelqu'un est fâché contre moi ou est distant avec moi, tout de suite, je vais avoir peur, je vais le prendre comme ma faute, ma responsabilité. Je ne supporte pas si quelqu'un est déçu, je ne supporte pas si quelqu'un se fâche, parce que c'est quelque chose qui m'a tellement touchée quand j'étais jeune, c'est quelque chose qui m'a fait tellement peur, ou bien que j'ai pas eu l'habitude de faire en fait. On m'a pas appris ce que c'était le conflit sain. J'ai pas eu de version, on m'a pas montré une version du conflit où les gens restent quand même soudés et aimants et en lien.
Donc forcément que ça me fait peur en fait. Et je pense que, honnêtement, codépendance ou pas de codépendance, beaucoup d'entre nous pouvons nous apparenter à la peur du conflit. Parce qu'on nous a souvent pas montré des bons schémas de conflit, tout simplement. On nous a pas montré ce que ça pouvait être de faire de la réparation avec les gens autour de nous. Et c'est une question d'habitude aussi, mine de rien. Si je n'ai jamais eu l'habitude de ça, vu que l'humain est une créature d'habitude par excellence, si on m'a jamais montré ça, je n'ai jamais eu l'habitude de ça, eh bien forcément je reste dans ma zone de confort. Et ma zone de confort, c'est l'évitement du conflit. Voilà, donc là j'ai fait un bon tour de à quoi ça peut ressembler cette codépendance quand on est une personne adulte. Et donc on peut s'imaginer que si on a tous ces schémas de comportement qui sont en place, eh bien ça peut mener à un épuisement et à une perte de confiance en soi. Et sans doute aussi à de la rancœur envers les autres. Ça, c'est 3 grandes conséquences. Épuisement, perte de confiance en soi, rancœur envers les autres. Et puis, voilà, ça peut aussi, bien sûr, mener aussi à des difficultés dans notre santé mentale. Tout ça, ce qui fait que c'est important qu'on prenne conscience de ça et que petit à petit, avec du travail sur soi et de l'introspection, on essaye de sortir de ces schémas-là. Alors voilà, je vais donner 2 exemples concrets de à quoi ça peut ressembler. 2 dynamiques familiales différentes. Vignette numéro 1, c'est la vignette de Margot. Margot est une jeune femme qui a grandi dans une famille où son père était alcoolique et sa mère était relativement passive. C'est-à-dire que la mère se soumettait pas mal au père et puis ne prenait pas vraiment les choses en main pour essayer de protéger les enfants. Margot avait un petit frère et Margot, à cause de ces dynamiques familiales, est très rapidement tombée dans un rôle d'enfant parentifié où elle se sentait finalement responsable de protéger à la fois son petit frère et sa mère. Parce que le père de Margot, qui était alcoolique, rentrait souvent à la maison alcoolisé et avait des accès de colère, ne savait plus très bien où il était, ne savait plus très bien ce qu'il faisait. Et bien qu'il n'ait jamais été violent physiquement, eh bien ça faisait quand même très peur à Margot, et ça faisait très peur au petit frère aussi. Et vu que la mère ne savait pas forcément comment gérer ça, et puis la mère entrait elle-même en conflit avec le père, ce qui fait que Margot observait aussi ses parents qui avaient des conflits, eh bien Margot s'est sentie très vite responsable. C'était vraiment pour Margot une question de survie dans ce cas-là, parce que évidemment que les accès de colère faisaient très peur, elle se sentait pas en sécurité, vu que la mère ne savait pas non plus comment protéger les enfants, eh bien, Margot ne se sentait pas non plus protégée par la mère. La mère, soit dit en passant, était sans doute aussi dans une dynamique de codépendance avec son mari. Et donc, Margot adoptait des comportements comme prendre son petit frère à part pour essayer de le protéger, pour le mettre dans une autre chambre. Margot rangeait les bouteilles de vin de son père, ou bien elle essayait de les cacher pour qu'il arrête de boire. Margot est devenue une experte à identifier quand est-ce que son père rentrait et qu'il avait bu ou non. Elle devenait une experte à analyser toutes les expressions faciales de son père pour voir est-ce que ce soir il va avoir des comportements colériques ou pas. Elle devenait aussi une experte à identifier quelles étaient les émotions de sa mère, parce qu'elle voyait bien que ça affectait négativement sa mère. Du coup, elle a aussi pris ce rôle de thérapeute, de soin pour sa maman. Et donc, on peut imaginer que Margot, dans ce système familial, ses besoins à elle, ses besoins émotionnels à elle, eh bien, on s'en fichait, parce qu'en fait, il y avait d'autres problèmes à régler. C'était en fait une sorte d'urgence pour elle. Il n'y avait pas d'autre choix. Elle s'est sentie absolument responsable. Finalement, Margot a adopté un peu ce rôle de la fille exemplaire, qui n'avait jamais aucun problème à l'école, qui n'avait jamais aucun problème en tout genre, qui n'avait jamais d'émotions très négatives, parce que Margot allait se cacher dans sa chambre pour pleurer. Elle ne voulait pas mettre un fardeau en plus sur sa maman, parce que elle voyait bien que sa maman n'allait déjà pas très bien, et puis son père était tout à fait inaccessible émotionnellement, et donc personne n'était là pour prendre soin des émotions de Margot. Et Margot a appris très tôt que c'était à elle de tout gérer. Donc là, c'est un exemple un peu plus classique codépendance, c'est-à-dire que on est dans un problème d'addiction. Et donc ça fait partie des exemples qui sont assez classiques, puisque, comme je l'ai dit plus tôt, la codépendance a été développée comme concept dans les familles avec des addictions. Et maintenant, la vignette numéro 2. La vignette numéro 2, c'est Alex. Alex est un jeune homme qui a grandi dans une famille qu'on dit enchevêtrée,
ou bien en fusion émotionnelle. C'est-à-dire que ses parents avaient des attentes très spécifiques de lui, et que si Alex ne répondait pas à ses attentes, il recevait une désapprobation chronique. Donc les parents avaient des plans très précis que Alex devait être ingénieur, qu'il devait épouser absolument une fille de leur communauté. Et là, on peut imaginer n'importe quelle communauté. Ça peut être une communauté religieuse ou bien une communauté ethnique. En plus de ça, la mère d'Alex était celle qui était la plus dans la désapprobation et Alex avait très peu de droit à son individualité, c'est-à-dire qu'il devait toujours garder la porte ouverte chez lui. Ses parents refusaient qu'il ferme la porte sous prétexte qu'ils avaient peur qu'il fasse des choses en cachette. Alex devait toujours montrer son téléphone à ses parents aussi pour leur montrer quel message il avait envoyé et à qui. La mère d'Alex, spécifiquement, voulait toujours savoir où il était et avec qui. Elle lui envoyait plein de messages, c'est-à-dire que même quand il était adolescent, elle le harcelait de messages, elle le harcelait d'appels pour savoir où il était, à quelle heure il rentrait, etc., etc. Elle commentait ses choix vestimentaires. Et quand Alex ne répondait pas aux attentes qu'elle avait de lui, eh bien, elle se mettait dans tous ses états émotionnellement. Elle pleurait énormément. Et c'était en fait une stratégie qu'elle utilisait pour essayer de culpabiliser Alex. Et puis, autre chose encore, c'est que la mère d'Alex se plaignait beaucoup de son père devant Alex, ce qui fait qu'elle racontait à Alex les disputes qu'elle avait eues avec le père et qu'elle essayait de recevoir du soutien de la part d'Alex. Tout ça a fait que quand Alex a trouvé une fille qui lui plaisait quand il avait 16 ans, eh bien, il l'a cachée à ses parents parce qu'elle ne rentrait pas dans les critères que les parents d'Alex allaient approuver. Et donc, Alex a petit à petit commencé à mener une double vie, où finalement, il ne disait jamais la vérité à ses parents, il se cachait. Et il se sentait extrêmement coupable, c'est-à-dire que la culpabilité est vraiment quelque chose qu'Alex connaît très bien. Dès qu'il faisait quelque chose en cachette, ou bien dès qu'il essayait d'aller un petit peu à l'encontre de ses parents, il se sentait coupable et responsable. Il avait l'impression qu'il faisait du mal à sa mère, puisque sa mère pleurait souvent. Il se sentait extrêmement responsable vis-à-vis de les rendre fiers, de les rendre heureux, et il avait l'impression qu'il n'avait pas le droit d'être lui-même. Et bien sûr, Alex est aussi devenu un expert en ce qu'il s'agit d'analyser les émotions de sa mère, particulièrement de ses expressions faciales, pour lire la désapprobation dans ses yeux, pour lire la désapprobation dans toutes ses micro-expressions. Et donc, en tant qu'adulte, Alex est une personne qui est hyper responsable, qui se sent coupable très facilement, qui a du mal à identifier ses besoins et ses désirs, et qui a tendance à se mettre en couple avec des femmes qui ne vont pas très bien psychologiquement, ce qui fait qu'il se retrouve à nouveau dans une posture où il doit gérer, où il doit sauver, où il doit aider. Et Alex veut aussi toujours faire plaisir à tout le monde et a vraiment du mal à dire non. Il s'est construit une image d'homme parfait, ce qui fait que de l'extérieur, on a l'impression que tout va toujours bien, sauf qu'à l'intérieur, il ne va pas du tout bien. Et malheureusement, ce genre de situation peut aussi souvent amener à des crises de santé mentale, où tout d'un coup, en fait, il y a un trop-plein. Ça a été trop... Pendant trop longtemps, on a dû porter ce masque. Pendant trop longtemps, on a dû porter des choses qui n'étaient pas à nous de porter. Et donc, voilà, c'est comme ça que Alex va finir peut-être... pour avoir un trop-plein et par avoir besoin de consulter. Alors voilà, je vais m'arrêter là pour cet épisode et comme je l'ai dit, je vais faire un deuxième épisode où je vais parler de comment sortir de ces schémas de codépendance, quelles sont les choses qu'on peut mettre en place, les nouveaux comportements à adopter, les nouvelles attitudes à adopter, etc., etc. Et la bonne nouvelle, c'est que la codépendance n'est pas un diagnostic terminal, ce n'est pas une condamnation, c'est vraiment une stratégie ou un ensemble de stratégies relationnelles qu'on a apprises pour survivre souvent. Et tout ce qui a été appris peut être désappris. Et donc, il y a bien évidemment de l'espoir. On peut s'en sortir, on peut progressivement sortir de tout ça pour être en meilleure connexion avec soi-même et pour avoir des relations avec les autres qui sont plus stables, plus saines et où on va pouvoir sortir des postures dans lesquelles on a toujours eu l'habitude de se retrouver. Je serais ravie d'entendre si jamais tu as des expériences vis-à-vis de ça, si tu t'es retrouvé dans certaines de ces choses, de ces schémas, si tu as déjà vécu de la codépendance, que ce soit avec les gens autour de toi ou que ce sont des choses que tu identifies en toi-même. Et puis, comme je l'ai dit, le prochain épisode va nous orienter sur comment mieux avancer avec tout ça. Si tu apprécies ce podcast, je serais ravie si tu peux me mettre 5 étoiles sur Spotify, si tu peux liker ou commenter sur YouTube et bien sûr t'abonner parce que c'est toujours génial
d'avoir plus de personnes qui nous écoutent et qui apprécient ce qu'on fait, bien entendu. Alors merci beaucoup à toi d'être là, d'être un auditeur ou une auditrice, et je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt.